Salut à tous, je vous retrouve avec plaisir pour le débrief, le talk débrief de cette victoire de l'Olympique de Marseille à Amiens. Tout de suite, le sommaire en images. On va donc revenir sur cette victoire olympique de Marseille, on se dira si c'était attendu ou pas, et si, tiens, c'est la victoire de Rudy Garcia, bah oui. Pelé ou Mandanda, qui faut-il voir dans les buts pour le prochain match, le point sur la Ligue 1, et puis on va aussi parler un petit peu de Consola, puisqu'on a un invité assez intéressant à ce sujet, puisque c'est quand même le directeur général. J'en profite de suite pour présenter mon plateau, et je suis donc avec Salah Nasri. Je vais t'appeler Natou, on s'appelle Natou, tout Marseille t'appelle Natou. C'est ça, tout le monde m'appelle Natou. Ouais. Nasri, directeur général de Consola, c'est ta première avec nous, ça me fait très plaisir de t'avoir. Merci de m'avoir invité. On va parler un petit peu, je l'ai dit, de Consola, mais on a aussi besoin de ton œil sur l'Olympique de Marseille. On sait que tu suis le ballon, et en tant que directeur général, forcément, tu as un œil vif et avisé. À tes côtés, Maxence Volpe, l'habitué du lundi. Salut Max. Bonsoir à tous. En face de vous, un beau duo qui défend de belles valeurs et qui s'y connaît en géopolitique, c'est important. Bastien Cordoleani. Salut à tous. Et puis Wagen, j'ai grand plaisir de t'avoir aussi. Parce que ça montre que le phocéen, tu vois, ça monte des caps. Quand tu as ton invité en plateau, tu as un sponsor en invité plateau, c'est que tu vois, tu es important. Tant que c'est pas des sponsors comme il y a par exemple au Paris Saint-Germain, on est plutôt cool, on est plutôt classe, ça fait important, ça fait sponsor famille, ça fait média qui pèse. Messieurs, on va parler donc de cette victoire à Amiens, tout simplement. J'avais d'abord envie de vous entendre là-dessus. Est-ce que cette victoire, vous l'avez accueillie avec soulagement? Parce qu'avant le match, vous n'étiez pas de ceux qui se disent on joue un promu, c'est facile, ça doit être victoire. Là, vu la dynamique d'Amiens et vu la dynamique de l'OM, la victoire, vous n'en étiez pas du tout assuré. Max, je te vois opiner du chef. Ah ben, très clairement, hein. Moi je me disais effectivement qu'il fallait absolument que l'OM l'emporte, et pour éviter une grosse crise, parce que déjà qu'on était bien ancré, on va dire, dans une belle crise. Une défaite ou un match nul à Amiens aurait, à mon sens, été catastrophique d'un point de vue comptable, parce qu'au final, aujourd'hui, les discours qu'on entend ici et là, c'est pour un début de saison complètement raté, l'OM a gagné son premier match de Coupe d'Europe et placé honorablement à la 6e place, à un point de Lyon. C'est pas autant la cata que ce qu'on voudrait le penser, d'un point de vue comptable. Après, d'un point de vue sportif, c'est tout autre chose. Bastien, elle te faisait peur, toi, cette équipe d'Amiens? Je sais que tu regardes tous les matchs en Ligue 1. Non, je peux pas parler de peur parce que je les ai vus évoluer. C'est une équipe assez défensive qui joue avec des... On l'a vu en première mi-temps, ils ont mis des coups, ils ont quand même tout donné, ils jouent avec leurs armes. Mais ce qui me faisait peur, c'est nous, en vérité. En réalité, nous, on n'est pas bien parce qu'on sait que tout peut arriver avec cet OM. On n'est pas maître de notre sujet, on l'a pas été non plus hier, on va pas se voiler la face. Et donc on se dit que n'importe qui a un peu de qualité, qui a un peu de taille sur les coups de pied arrêtés, peut nous embêter. Hier, ça n'a heureusement pas été le cas, mais on ne peut pas arriver serein, malheureusement, encore dans ce genre de match. C'est fou quand même, Natou, parce que cette équipe d'Amiens, il y a moins de 2 ans, on la voyait jouer au stade de la Martine contre Consola, et puis là ils jouent en Ligue 1 contre eux. Il y a 2 ans, je jouais contre eux, donc je rejoins mes camarades quand ils disent qu'il ne faut pas... Moi, je pense aussi qu'il ne faut pas trop s'inquiéter, trop s'alarmer. Il ne faut pas s'alarmer, mais pas s'enflammer non plus, vu qu'on ne bat que Amiens. Oui, ça reste une équipe... Ça reste Amiens, une équipe qui évolue il y a 2 ans en championnat national dans notre championnat à nous. Comme tu le dis si bien, ils sont venus à la Martine jouer. Et je pense qu'il faut pas s'enflammer. Ils avaient d'ailleurs encore les mêmes maillots. C'est des maillots qu'on gagne dans les tournois généralement, oui, vous savez. C'était exactement ça. C'était un peu gênant pour eux. Wagen, on va regarder les buts de Clinton NG. Alors autant on peut parler de chance pour le premier, autant sur le deuxième il met tout le monde d'accord. Pour toi, c'est de la chance où il y a quand même, il y a un appel, il est quand même... Non, il est où il faut être, il est bien placé, il est où il fallait qu'il soit pour un attaquant. Ensuite, ça rentre, c'est très bien, mais il a le placement de l'attaquant, du renard. Après, un but, c'est un but, donc le ballon est rentré, c'est le plus important. Tu dis chance, Romain, tu parles de la finition. Oui, voilà. Parce que l'action en elle-même, elle n'est pas ça part du camp marseillais, bien sûr. Déjà, Adil Rami qui casse 2 lignes en faisant une passe verticale vers Payet qui se place comme il aime quand il est en 10. Et on a un schéma de jeu classique avec Sakai qui a senti le coup, qui a déjà pris le couloir. C'est une belle action de jeu comme on n'a pas trop vu cette saison pour l'instant. Donc la finition est un peu chanceuse, mais ça fait plaisir quand même de voir un peu du vrai football. Du vrai football, messieurs. On va passer de suite à la deuxième partie pour se demander si c'est grâce à Rudy Garcia qu'on l'a vu par séquence.
Et oui, parce que on tombe beaucoup sur Rudy Garcia après les défaites. Alors c'est tout à fait justifié, attention, on sait ce que c'est le poste d'entraîneur à l'Olympique de Marseille. Est-ce que là, après cette victoire, il faut aussi un peu lui rendre hommage, parce qu'il y a certains choix, personne n'avait évidemment la bonne composition d'équipe avant le coup d'envoi. On va la voir, c'est souvent le cas hein, avec Rudy Garcia. Là, il y a eu quand même un petit turnover. C'est un match, on le rappelle, post-Coupe d'Europe. L'OM a joué jeudi contre Konyaspor. Clinton N'Jie aligné en pointe. Lucas Ocampos à gauche. Zambo qui faisait son entrée à la récupération. Puis Amavi qui gardait son poste, ça c'était plus attendu. Est-ce que Max, quand tu as vu la compo avec N'Jie, Ocampos dans la composition d'équipe, tu as commencé un peu à trembler en te disant c'est pas avec ça qu'on va aller chercher Le problème, c'est que toutes les compos sont critiquables et c'est un peu ce qu'on fait à chaque fois. Donc, c'est vrai que pour le coup, c'est la vérité du terrain qui donne raison aujourd'hui à Rudy Garcia. Zambo, sans faire un match extraordinaire, il a quand même été bien utile à la récupération à côté de Gustavo. Je vous écoutais jeudi dernier quand vous parliez d'Amavi et d'Evra, je me disais sincèrement si Romé Evra ça serait énorme quoi. Donc je suis au moins satisfait par rapport au choix de Garcia par rapport à ça. Et puis c'est vrai que bon, j'ai été surpris de voir N'Jie et pas Germain, mais au final ça lui donne raison. Donc pour le coup, on ne peut pas mettre réellement en cause les choix de Garcia sur cette rencontre, hein, ça c'est certain. Natou, on a l'habitude des roulements, c'est qu'il y a un coach à Consola, Eric Schell, qui aime bien aussi sur ses attaquants les faire tourner, parce que la fraîcheur c'est essentiel à ses yeux. Est-ce que là, voilà, ce remplacement N'Jie par Germain, tu te dis aussi que c'était une bonne chose au départ parce que ça pouvait aussi permettre, si le score était de 0-0, d'avoir un Germain plus frais sur la fin? À l'arrivée, ça lui donne raison, hein, vu qu'N'Jie marque 2 buts. Ça lui donne raison, mais on ne trouve pas de stabilité dans cette équipe non plus, parce qu'il y a beaucoup de turnover dans cette équipe, notamment au milieu. Et on se cherche encore. On a fait pas mal de matchs amicaux, des matchs UEFA, et on n'a toujours pas trouvé une assise dans cette équipe. C'est déjà le 11e match de la saison. C'est pas très grave en soi, même Ouais. s'il y a des postes comme par exemple la charnière centrale où je suis d'accord avec toi, il faut trouver des automatismes. Là, on sait qu'on va jouer beaucoup de matchs et on a besoin de fraîcheur. Là, N'Jie, il a apporté cette fraîcheur et c'est lui qui nous fait pratiquement gagner. Mais après, c'est surtout des schémas de jeu, de sortie de balle qu'on a du mal à. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais un attaquant a besoin de confiance et a besoin d'enchaîner des matchs. Et s'il n'a pas ce temps de jeu assez conséquent, à un moment donné, il va douter. Tiens, et le poste d'attaquant est très cruel. Hein. Concernant ce changement de position, puisqu'on sait l'OM est depuis 2 matchs passé au 4-2-3-1, il y a Axel Bemoussina sur Facebook et ça me donne l'occasion de vous rappeler, bien sûr vous en avez l'habitude depuis les années, mais le forum Facebook, Twitter pour nous poser vos questions. Il y aura les questions-réponses en fin d'émission, mais vous pouvez aussi intervenir tout au long de toutes les parties. Bastien, pensez-vous que Garcia ait pu céder à la pression? C'est la question d'Axel. En ce qui concerne le changement tactique, est-ce que tu penses que ce changement tactique, Garcia... Absolument pas, cher ami. Je sais que tu maîtrises le Rudy Garcia dans le texte. C'est quelqu'un qui est, avec toutes les qualités et des défauts comme tout être humain, mais qui pense d'abord à son confort personnel dans son travail. Et je pense qu'il a cédé à rien du tout. Il veut juste que son équipe, elle gagne. Il l'a dit après Konyaspor, une équipe n'est pas la même quand elle a de la confiance. Donc lui, là, il n'a pas cherché à faire un schéma de jeu pour faire plaisir à X ou Y personne. Il voulait gagner. Retrouver de la confiance ou de la confiance. On parlait de la confiance aux attaquants, mais N'Jie, avec ce match, il marque des points, il se sent mieux, il revient de blessure en plus, donc à mon avis, il a cédé à rien du tout. Il voulait juste les 3 points, il les a eus, de n'importe quelle manière que ce soit. Vagan, est-ce que toi, là, ce changement en 4-2-3-1, tu vois ça comme une chose logique? De toute façon, on l'avait vu aussi en match de préparation, avec notamment cette association Gustavo Camara qu'on a vu contre Konyaspor. Oui, là, pour toi, c'était logique de mettre Zambo dans un match de Ligue 1 à Amiens qui était peut-être plus... Zambo, Camara, oui, on savait qu'Amiens, donc c'était une équipe, on l'a vu sur les premières minutes, où ça rentre pas mal, donc il fallait mettre de l'impact. Après, moi je pense personnellement qu'il a cédé à la pression parce que toute la France entière a mis en cause son schéma tactique et puis ça marchait pas. Mais c'est peut-être le truc inverse, c'est-à-dire que si toute la France a vu, notamment par exemple les relances sur le seul 6, les relances de Mandanda sur le milieu défensif, que Rennes, il y avait toujours 2 joueurs pour récupérer sur le pauvre Certic, si toute la France l'a vu, on peut partir au principe que Rudy Garcia l'a vu aussi, donc voilà. Du coup il s'est dit je vais peut-être éviter d'être ridicule de son erreur sur les premiers schémas tactiques, sur ce 4-3-3 où il était obstiné. Puis là on a vu qu'avec ce repositionnement, bon, on a joué que Amiens promu et Konyaspor
14e du championnat turc. Donc ça, ce schéma, il sera à voir sur les vraies rencontres, sur les tests qu'on aura. Toulouse, par exemple, qui est quand même une bonne équipe de Ligue 1, à voir, à confirmer. C'est important ce que tu disais tout à l'heure, de dire qu'on a joué déjà des matchs de prépa dans ce schéma. On peut pas non plus dire, je suis pas un grand fan de Garcia, hein, les gens qui m'écoutent à la radio le savent, on peut pas non plus dire que il sort de nulle part le schéma. Ça a été travaillé. Sinon il aurait mis un 4-4-2 parce que c'est par exemple un schéma qui n'a jamais travaillé celui-là. Mais le 4-2-3-1 il l'a fait à 2-3 reprises en match amicaux, parfois même dans les rencontres il basculait du 4-3-3 au 4-2-3-1 avec Sanson des fois qui montait en 10. Donc c'est pas non plus du néant qu'il a sorti. Mais c'est vrai que sa compo elle laisse supposer aussi que ce qui l'embête je pense le plus à venir sur ce schéma là, c'est que finalement quand il fait son milieu à 3 avec Lopez et Sanson, du coup quand il se fait cette équipe là, du coup il sort les deux. Donc tu vois, il arrive pas. Moi je comprends pas pourquoi il essaye pas de mettre Sanson à côté de Gustavo pour essayer d'avoir un joueur qui est capable à la fois de gratter le ballon, mais aussi qui a un gros volume de jeu quand même, et qui peut être un peu meilleur lanceur. Parce que Zambo hier encore une fois il a gratté, mais par contre il a pas relancé. Il a gratté contre Amiens, il a gratté. Après voilà, encore une fois Zambo contre une équipe de il sera toujours plus puissant que Sanson. Ça tu pourras pas y enlever. D'accord, mais tu as déjà dans ce registre-là de gratteur et de pitbull, tu as Gustavo. Donc, mais est-ce que sur un match comme contre Amiens, voilà, tu savais que tu allais avoir exactement là sur ce match-là, tu savais ce qu'il a essayé d'apporter. Parce que Zambo, là, on est d'accord, Max. Je me tourne dès qu'on parle de Zambo Anguissa, tu sais que je me tourne vers toi. C'est un peu notre fil rouge à tous les deux depuis qu'il a signé à l'Olympique de Marseille. Zambo, c'est de loin son meilleur match de la saison hier avec l'OM. Et est-ce que c'est là aussi à mettre à l'actif de Garcia, c'est-à-dire que c'est une utilisation parfaite. C'est-à-dire que dans un match comme ça, il te fallait Zambo Anguissa et personne d'autre. C'était un match fait totalement pour son registre. Et peut-être que d'autres matchs, tu auras pourquoi pas même Morgan Sanson, pourquoi pas même Maxime Lopez. C'est clair que par rapport à l'intensité que Amiens allait mettre dans la rencontre, c'est clair que de mettre Gustavo Zambo, c'était une bonne idée. Après, Zambo, je l'ai défendu longuement, mais là je me dis de plus en plus qu'au niveau des relances, il va falloir vraiment qu'il progresse ce garçon, parce qu'à un moment donné, tu peux pas jouer avec un joueur qui à chaque fois qu'il a le ballon dans les pieds, il perd le ballon. C'est le numéro 10 du Cameroun. C'est un truc de fou, quoi. Ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ce qui est génial, par contre, moi, on parlait de Germain, ce qui est génial, moi j'ai trouvé, c'est sa réaction, parce que de suite il a dit je suis content pour NJ. J'en avais discuté avec l'entraîneur, donc tu sens que de ce côté-là, ça n'a pas été pris. Il n'a pas été pris. Il ne le prouve pas aujourd'hui, il a toujours eu une mentalité exemplaire. C'est vrai que tout ça, tu sens que le groupe vit bien quand même. C'est un monsieur. Si tu as 11 de Germain, c'est sûr que c'est plus facile à coacher. Comme quoi, recruter des joueurs intelligents, des fois, ça sert. Il y a une question de Tommy98 sur le forum. Sur quel motif Garcia décide du 19e homme? C'est étrange, c'est la première fois qu'on en parle beaucoup, forcément, parce que ça concerne Maxime Lopez. On a les stats, tiens, je vous l'annonce. De chaque match, je note tous les joueurs qui sont 19e homme. On sortira les classements à mi-saison, fin de saison. Et c'est jamais deux fois le même d'affilée, vu que tu notes. C'est exactement ça. Je pense que c'est surtout là une question de polyvalence, vu le schéma opté par l'Olympique de Marseille. Par rapport, on en a parlé avant l'émission pour répondre à Tommy 98. Les autres éléments offensifs qui étaient sur le banc de touche avaient pour eux le fait de pouvoir occuper plusieurs postes. Là où Maxime Lopez, dans un 4-2-3-1, ne peut que remplacer Dimitri Payet. Les autres éléments offensifs, mais enfin les autres éléments qui composaient la feuille, parce que on se peut se poser la question de Certic, mais bon, il aurait pris la place. Il n'y a que Evra qui pouvait jouer que arrière gauche. Voilà. Non, mais qui avait doublé quasiment tous les postes, et c'est vrai que dans ce schéma-là, il pouvait pas rentrer dans ce schéma-là, mis à part à la place de Payet, et encore il aurait. Donc ça veut dire que si Payet n'est pas blessé et qu'il fait toute une saison, c'est tout ce qu'on lui souhaite en tant que supporter de l'OM. Julien était chez nous. Max ne peut pas jouer à l'Olympique de Marseille. On verra. Je connais un autre, moi, de joueurs comme ça, milieu offensif. Et si c'est le cas, mais ça rejoint ce que je disais sur le 4-3 ou le 4-2-3. Voilà, la vérité actuelle du 4-2-3, mais qui sera forcément pas la vérité de toute la saison, c'est qu'il est en concurrence avec Sanson, en vrai. Là, c'est ça. Là, c'est. On les a recrutés pour être ensemble dans un 4-3-3. Tu disais que c'est Payet. Non, je pense qu'il est vraiment en concurrence avec Sanson. Moi, je trouve qu'il est vraiment en concurrence avec Payet. Sanson sont les deux 10, à mon avis, de l'esprit de Rudy Garcia. Sanson et Payet. Je pense.
Je pense que si Payet, D'accord, donc mettons, il est en concurrence est avec blessé, Sanson c'est et Sanson Payet. qui basculera 10. Après, Donc il est en concurrence avec Sanson et Payet. Exactement. tu le mets Je troisième pense- homme, là. Je Donc pense c'est qu'il a le un troisième retard homme, par ouais. rapport à Sanson et Payet. Je pense qu'il a vraiment un gouffre par rapport à Payet qui est en plus le capitaine. Et je pense que là actuellement pour être remplaçant de Payet, il est en concurrence avec Sanson. C'est comme mon avis. Hein. Ouais. Mais je pense que c'est ça. Ce que tu as dit de très intéressant, et ce que tu as dit peut-être de plus intéressant là sur ta tirade, Bastien, c'est que la vérité de ce schéma de jeu vaut pour cette journée, et dans 2 mois, la vérité sera différente. Je vous rappelle, pas à titre de comparaison, il y avait un élément il y a quelques années offensif formé à l'Olympique de Marseille, un milieu offensif. On savait pas trop au niveau de son utilisation, et puis sur sa deuxième saison, il s'est retrouvé remplaçant. Ça a commencé un peu à grincer des dents. Il a vite retrouvé une place. Natou Hazard, vraiment, il a le même nom de famille que toi. Tiens, c'est bizarre. Ah bon Mais sur sa deuxième saison, c'est vrai, un certain Samir s'était retrouvé remplaçant, mais voilà, avait bien sûr regagné au gré des réorganisations tactiques sa place dans l'équipe. Donc pas d'inquiétude, je pense, à avoir pour Maxime Lopez. Avant de finir cette partie, je vous propose d'écouter Rudy Garcia après la rencontre, de voir si c'est toujours agaçant en conférence de presse d'après-match. On a au moins répondu au même niveau d'exigence d'engagement athlétique que Amiens. Et c'est là-dessus que je pense qu'on a gagné le match. L'équipe, elle était aussi bâtie pour ça, pour avoir du répondant, pour avoir de la vitesse devant. Et on a trouvé les solutions en deuxième période, là où on a été effectivement un peu plus offensif et un peu plus juste dans nos attaques. Mais l'organisation ce soir défensive et l'implication défensive de tous, ça nous a permis de gagner. Et oui, forcément, Rudy Garcia, quand on gagne, il est forcément meilleur. Ouais, bien sûr. Comme d'après-match, il Plus faudrait lucide. enchaîner les victoires. Il y a juste un truc qui est très inquiétant parce que ça me fait penser parce qu'il en parle, c'est qu'on ne réussit jamais nos premières mi-temps depuis le début de la saison. Il n'y a pas un match où on a été meilleur en première qu'en seconde, on est toujours meilleur en seconde. Alors je sais Romain que tu vas me dire, c'est toujours mieux quand même d'être meilleur à la fin qu'au début. Hein, je te connais maintenant. Voilà. Mais c'est Expérience. quand même inquiétant de ne pas réussir à faire au moins 70 minutes de haute qualité. On a fait la première victoire à domicile, on fait la différence en deuxième période. Contre Rennes, on est horrible en première mi-temps, on se réveille un petit peu en seconde mi-temps. Hier, la même chose. Tu as le constat de l'Europa League aussi, hein, c'est souvent ce qui est dit et répété, c'est que quand tu joues le jeudi en Europa League, tu as du mal à relancer et que ta deuxième mi-temps est toujours un peu meilleure que ta première. Quoi. Ouais, mais si tu es une équipe qui maîtrise son sujet, Ah ouais. tu fais la différence en première C'est mi-temps peut-être pour qu'il gérer en seconde. c'est peut-être qu'il veut se faire briller sur ses causeries de mi-temps, l'ami Rudy Garcia, on verra. C'est sur un changement. En tout cas, avec son nouveau schéma de jeu, il y a une place qui s'ouvre sur le côté gauche, mais qui va-t-on y mettre? C'est la question de la troisième partie. Et oui, je vais vous demander un peu de vous mouiller, messieurs, parce que il y a dans la redistribution des cartes de l'Olympique de Marseille, peut-être une carte qui n'a pas été totalement distribuée, c'est celle de milieu offensif gauche. Je m'explique, jusqu'à présent, c'était un domaine réservé au roi Dimitri Payet. On rappelle la recrue la plus onéreuse de l'ère McCourt, donc qui était positionnée à gauche, comme à West Ham, comme en équipe de France. Et puis là, on revient à un 4-2-3-1 où Payet est positionné dans l'axe. Du coup, ça libère un champ sur le côté gauche. Le premier match contre Konyaspor, c'est Morgan Sanson qui a occupé cette position. Là, pour la deuxième rencontre, c'était Lucas Ocampos qui a fait les 90 minutes dans le couloir. Il y a d'autres possibilités. Il y a Clinton Ng qui racontait en conférence de presse qu'il préférait être un attaquant de côté. Donc voilà, est-ce que ça s'inscrit dans le couloir gauche? Il y a Valère Germain qui, on sait, on peut le mettre à peu près à tous les postes. Et puis, si on veut vraiment jouer la carte de la provocation ou de la folie, on peut parler aussi de Youssouf Sarri qui est en passe de signer son premier contrat professionnel. Alors, je vais demander à la régie d'avoir l'écran, le fameux écran scindé en 4. On vous voit, voilà, c'est parfait. Et je vais vous demander chacun votre avis là-dessus. On va commencer par toi, Max. Qui tu veux voir dans le couloir gauche? Ne me dis pas Dimitri. Alors voilà, je précise, partons du principe, Payet, c'est dans l'axe, c'est non négociable. Ouais, du coup, si on part sur ce principe-là, moi je verrais quand même bien Germain, parce que j'ai toujours été partisan du mouvement et de l'animation que peuvent mettre des joueurs au sein de l'attaque. Donc même si tu me dis que Payet doit rester en 10, si Germain est sur le côté gauche, ça ne les empêchera pas de permuter tout au long de la rencontre, de bouleverser un petit peu le schéma adverse. C'est validé parce qu'il y a aussi un Amavi derrière qui peut bien monter, qui peut prendre ce couloir. C'est vrai que tu n'as pas n'importe quel latéral gauche derrière. Natou? Pour moi, NJ, par sa percussion, capable de rentrer, d'accélérer, rentrer pied droit. Et de marquer des buts. Et de marquer des buts. Sur le deuxième but, il part un peu à gauche. Thauvin repique à gauche, lui met un ballon. Il me semble. Lui met un ballon
dans l'axe et puis ça part de là. Moi je le vois bien à gauche, NJ. Ben, tiens, on va se le regarder, par exemple. ce deuxième but, on va se faire plaisir là-dessus. Voilà, on le voit exactement, Voilà, partir gauche. de la gauche Exactement. et traverser tout Et le puis terrain. c'est là. Et puis il va très vite. C'était dans les jeux, je sais pas si vous vous souvenez, les jeux de Nintendo, il y avait un jeu goal, tu ne pouvais marquer que comme ça, tu prenais ton attaquant et tu partais en diagonale, voilà. C'est comme ça, peut-être que Clinton NG. Non, officiellement, il était pas né. Non, il était pas né, il n'y a pas d'officiellement, il n'était pas né. Bastien. Moi, je repense à une émission qu'on avait fait la saison passée où tu nous parlais d'Engie un petit peu. Alors, certains t'avaient pris peut-être pour un fou, mais j'étais pas de ceux-là. En comparaison avec Mamadou Niang. C'est pas exactement le même profil, mais on se rappelle que Mamad a fait pas mal de matchs à gauche, notamment sous Jean Fernandez et Albert Raymond. Et alors Lucette évidemment la même réussite, hein, parce que Mamad reste quelqu'un de très aimé à Marseille qui a fait ses preuves. Mais c'est un profil qui pourrait ressembler à ce qu'apportait Mamadou à l'époque, à gauche. Donc moi je valide Clinton NJ. Et aussi pour les raisons que Nato a évoquées, qui sont très, très bonnes. Donc on a 2 NJ, un Germain. Et un Sanson. Et un Sanson. Oui, qui l'année dernière était meilleur passeur du championnat, il me semble. Qui n'est pas milieu défensif pour moi parce que c'est un joueur donc, qui a une qualité de passe, qui a une très bonne qualité de passe, qui est joueur offensif aussi. Donc moi je verrais Sanson sur ce côté-là, qui peut centrer, rentrer axe, centrer. Enfin voilà. C'est contrairement à la vitesse de NJ, je verrais plus quelqu'un qui soit complémentaire aux attaquants, qui joue proche des attaquants. Voilà, donc moi ce serait Sanson. Morgan Sanson, il a déjà joué sur ce poste-là, c'était à Montpellier. Il a tes capacités, c'est vrai que là pour donner du poids à ta candidature Sanson, il y a aussi une possibilité, on sait qu'il est un peu en dedans, là ça fait quelques matchs, et un joueur comme ça, il peut se rassurer avec aussi le travail défensif qui est demandé sur le côté. En récupérant des ballons, on sait très bien qu'un joueur, ça prend confiance, ça peut lui permettre derrière de rendre de meilleures copies. Et tous les profils sont rendus intéressants par la titularisation d'Amavi. Parce que tu peux pas dissocier du côté, si c'est Evra ou Amavi, c'est différent. Amavi a beaucoup plus d'activité offensive, donc tu parlais de Germain. Très différent. Sanson, c'est le même profil, ça rentre beaucoup dans l'axe, ça peut libérer pour Amavi qui a beaucoup d'activité. Alors, on a fait un tour de table, messieurs, j'ai pas envie de vous forcer la main, mais je constate néanmoins que personne d'entre vous m'a parlé de Lucas Ocampos. C'est quoi? C'est un oubli? Vous avez oublié qu'il était dans la liste? Pour te dire mieux, ta thèse soi-disant folle de Youssouf Sarri, je préfère cette thèse-là à Lucas Ocampos. Techniquement, d'accord, il n'y a Pourquoi pas tu verrais Lucas Ocampos titulaire indiscutable du côté gauche? Non, en fait, c'était juste pour la vanne, c'était gratuit, c'était méchant. Mais non, c'est vrai que voilà, Lucas Ocampos, on l'a vu encore sur ce match-là. Incroyable. En qualité de pressing, c'est vraiment bravo à lui. Peut pas y enlever. Mais c'est très difficile techniquement et offensivement. Pour la petite anecdote, j'ai certains joueurs qui sont plus à l'Olympique de Marseille, passés par l'Olympique de Marseille, qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu un joueur aussi faible techniquement à l'entraînement. Il y a des joueurs qui ont vu Jérémy Morel aussi, hein, c'est possible. On l'embrasse, Lucas. Non, mais c'est dur, Natou, un joueur comme ça, tiens, Lucas Ocampos, à Consola, tu le prends ou pas? En prêt gratuit à Consola, tu le prends ou pas? Dans un autre registre. Non, mais il avait été pas mal en fin dans l'axe sur un côté, ça peut pas le faire. Non, mais c'est pas anodin. Côté. Si personne n'en a parlé à un moment donné à ce poste-là, là, autour de la table, c'est qu'il y a une raison. Hein, et je pense que bon. Pour moi, il fait partie. J'espère que Rudy Garcia va le voir comme nous, quoi. Pour moi, Ocampos, il fait partie comme un peu Bounassar de ce genre de joueur que finalement, quand tu l'as dans l'effectif et qu'il te rentre à 5 minutes de la fin avec l'envie, pourquoi pas. Mais sinon, c'est tout, quoi. 5 minutes, pas plus par match. 5 minutes, pas plus. Enfin, ce que je disais hier dans les top et flop, je disais bravo pour son pressing, c'est super, il en faut, mais il en faut peut-être pas pendant 90 minutes, c'est un peu compliqué. Tiens, on va parler d'un poste où on joue 90 minutes, c'est le poste de gardien de but. Pour autant, il n'y a pas un titulaire assuré parce qu'il y a un intérim de Yohan Pelé qui mérite qu'on se pose un peu des questions. Le poste de gardien de but en question, loin de moi l'idée de porter l'œil à l'Olympique de Marseille, de créer une panique et une crispation comme il y a eu au PSG avec Trapp et Areola, de se dire tiens on met l'un, on met l'autre, on leur met la pression. Mais il y a des questions quand même à se poser, messieurs. Steve Mandanda a commencé la saison, enfin c'est même pas qu'il a commencé la saison, c'est-à-dire qu'il a été présenté, il a dit je vais avoir besoin de me remettre physiquement, laissez-moi un peu de temps. 2 jours après il y avait un match amical, il a joué, il n'est plus jamais sorti de sa cage.
Et puis, il y a eu une petite blessure après le match de Rennes, blessure mentale, blessure psychologique, blessure de fierté ou blessure musculaire, c'est à voir. Mais en attendant, il a laissé sa place à Yohan Pelé, qui vient de faire 2 matchs de clean sheet comme il en a l'habitude, avec des parades un peu académiques. Vous avez vu cette sortie digne de Mortal Kombat, là, avec le ballon qui passe au-dessus. Donc, ça amène un peu à se poser des questions. Et si, même si Steve Mandanda est rétabli pour le prochain match, la réception de Toulouse dimanche prochain, et s'il fallait laisser quand même Yohan Pelé? Qu'est-ce que tu en penses, Bastien? Alors, l'impression est un peu tronquée parce qu'on reste sur le match de Mandanda face à Rennes. C'est-à-dire que si Mandanda avait fait un beau match face à Rennes mais qu'on avait perdu, on aurait dit il n'y a pas photo. Donc là, il reste sur un match où il n'a pas été exceptionnel. Yohan Pelé fait... Il peut être incriminé sur les 3 buts. Voilà. Et en plus, sur le premier, tu peux l'incriminer. Le premier... La frappe de Bourigeaud est quand même... non, mais tu me dis sur les 3 buts. Oui, sur le même premier, non. Ok. Parce qu'il la touche quand même. Le premier, c'est la déviation en matière. Ouais. Il est loin. Puis ça va vite. Il est bon, loin. après, on reste sur les clean sheets de Yohan Pelé. Mais pour moi, en vérité, pour moi, il n'y a pas photo. Mandanda est au-dessus. Jeu au pied au-dessus. Sortie au-dessus. Tu disais les arrêts peu académiques. Pour moi, il est plus académique. Alors, Yohan Pelé est un très bon gardien, je suis pas en train de dire qu'il est... Mais pour moi, il n'y a pas photo si il est à 100%. Alors, mentalement et physiquement, parce que tu as raison de dire qu'aussi mentalement, il faut qu'il soit bien. Avant d'entendre vos avis, messieurs, on a quelqu'un en ligne, il nous appelle depuis probablement l'île Maurice, hein, c'est pas très loin d'Amiens. C'est Romain Herring donc, qui a assisté pour le Phocéen au match. Attention, carrément, l'île Maurice. Au stade. Oui, c'est peut-être pas serré, tiens. Bien vu. Romain, donc, qui était au stade de la Licorne hier, qui s'est régalé, qui a pris beaucoup de plaisir, on n'en doute pas. Et puis qui a visité cette formidable ville d'Amiens. Il nous a envoyé plein de photos, il était content. Il a vu à l'entraînement à l'échauffement, une petite alerte musculaire concernant Yohan Pelé. Il nous a vite alerté sur le sujet. Donc tiens, Romain, toi qui as vu cette alerte, rassure-nous pour le prochain match. Pelé, il est apte, Mandanda est apte. Comment ça se passe? Où on aura Florian Escalès? Salut à tous. Déjà, merci pour l'introduction, Romain, tu m'as beaucoup fait rire. Écoute, je sais pas, mais en tout cas, je suis très admiratif du match qu'a sorti Yohan Pelé, sachant que je l'ai vu incertain et je pensais même qu'Escalès allait jouer. Donc, franchement, chapeau pour son match. Bon, s'il a joué ce match, je pense qu'il doit être capable aussi de pouvoir enchaîner le prochain si Mandanda est pas remis de sa petite blessure, mais en tout cas l'OM a 2 gardiens de très haut niveau et puis vraiment chapeau à Pelé pour ce qu'il a fait. Moi, je pensais vraiment qu'Escalès allait jouer. À 5 minutes de la fin de l'échauffement, il est allé voir le docteur Le Gall, il lui a dit c'est chaud, je pense que je ne pouvais pas jouer. Ils sont rentrés au vestiaire, je pense qu'il y a eu un petit coup de médecine magique et puis Pelé a fait le match et a été bon, donc voilà. Mais après, savoir s'il va... Je suis pas dans la cellule médicale de l'OM, mais je pense que s'il a joué ce match, c'est qu'il doit pouvoir jouer les prochains. Ton avis, tiens, on profite de t'avoir, Romain, ton avis là-dessus, toi, Pelé, Mandanda, tu mettrais qui le prochain match? Pour moi, si les deux sont dans le même état physique, il n'y a pas photo. Ça reste quand même Mandanda. Moi, je l'ai dit dans plusieurs talks, comme je le disais dans le précédent talk, pour reprendre une expression bien connue de parmi vous. Comme je le disais, Mandanda, si tu n'as pas Mandanda, déjà pour moi, tu n'es plus en Europa League. Parce que ce que je l'ai vu faire à Ostende lors du premier tour de barrage, ce que je l'ai vu faire a été exceptionnel. J'ai pas vu Pelé faire ça dans aucun match depuis que Pelé est à l'OM. Donc pour moi, Mandanda reste devant, mais c'est vrai que Pelé a marqué des points et je serais pas surpris de le voir en Coupe de France et en Coupe de la Ligue cette année. C'est vrai que tu étais aussi à Ostende, tu étais à Amiens, tu te fais quand même une belle carte postale européenne. Tu ne te refuses rien, comme on dit dans le jargon. Merci à toi. Merci donc Romain pour ton éclairage. Max, tu en penses quoi toi? Pelé ou Mandanda? J'ai vraiment pas envie de critiquer Pelé. Et donc, je dis ça en introduction pour que mes propos ne soient pas contournés, mais sur ce match contre Amiens, son arrêt peu académique, si ça fait but, en fait, on va parler de boulette. Et sur une relance très, très hasardeuse, si ça fait but, on parle de boulette. Donc aujourd'hui, moi, c'est comme ça que j'ai envie d'analyser les matchs. Sur le premier but de Rennes, on a presque envie d'accabler Mandanda, alors que la déviation de Khazri, pour moi, c'est impossible. Et c'est
pas un coup de chance parce qu'il joue super bien le coup, mais bon voilà, ça fait but. Et là, on va dire que Pelé a eu de la réussite parce que sur deux occasions où il joue mal le coup, pour moi, ça passe. Et donc du coup, on en arrive à dire qu'il a fait un bon match. Mais finalement, c'est quoi le bon match? Il a fait un match correct. Voilà, il a juste fait un match correct. Derrière, il a fait un arrêt effectivement du pied sur une frappe au premier poteau. Mais sincèrement, j'ai encore pas envie de le critiquer, mais je l'ai rien vu faire d'exceptionnel. Donc Mandanda reprendra pour moi sa place. On est content de l'avoir en numéro 2, c'est très bien pour l'OM. Ouais, c'est super intéressant. Voilà, mais après, il y a pas photo. On a deux gardiens avec des écarts de niveau qui sont quand même assez considérables. Faut pas appeler un chat un chat. Après, avec Coupe de France, la Coupe de la Ligue, c'est bien ce qui a fait Pelé, excusez-moi. Mais il le fait contre deux équipes sans leur manquer de respect, moyenne quoi. Et au niveau du groupe, ça serait quand même dommageable de fragiliser, à mon sens, Mandanda en titularisant Pelé. Même s'il avait fait à la limite un très gros match, ça serait compliqué derrière parce que tu mets Pelé, mais ça veut dire que là, pour le coup, tu repars sur le système de Paris. Tu mets Pelé, mais en te disant, mais c'est quand même Mandanda qui est meilleur, donc dès Pelé va se manquer, je vais remettre Mandanda. Je pense que sur les deux derniers matchs, il aurait fait aussi Mandanda un clean sheet aussi. C'est l'avis de la majorité OM sur Twitter. Voilà, Pelé a joué Machin Sport et Amiens. Mandanda aurait été aussi bon que lui. Il y a une hypothèse qui a été donnée là par Wagen qui est très intéressante. Il nous parlait de la Coupe de la Ligue, de la Coupe de France. Est-ce qu'on laisse la Coupe de la Ligue, la Coupe de France à Pelé? Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ça vous va Oui, on peut. Oui. Voilà. Et là, par contre, pour le coup, Yohan Pelé, c'est pas Lucas Ocampos, tu le prends très volontiers. Un prêt gratuit. Très volontiers. Quoique, est-ce que Ben Buena revient de sa suspension? Oui, ça y est, il est revenu déjà. Il fait le banc, puisque Siegfried a. Voilà. Pour le moment, il est numéro 1. C'est le jeu de la concurrence comme à l'Olympique de Marseille. On va passer, messieurs, à la partie concernant le classement de la Ligue 1. On voit que l'OM s'est replacé. On va voir un peu si déjà les gros en championnat ont pris leur place devant. Et on ne peut pas commencer cette partie Ligue 1 sans avoir une petite pensée pour nos amis lyonnais. Les amis, on l'a payé très cher, on le savait, vous avez pas tenu compte de notre avertissement. Contre le PSG, Jérémy Morel, tôt ou tard, ça se paye. Voilà. On l'a vécu, nous, chez nous, on jouait le titre. Et on l'a vécu, ce CSC, et il nous a coûté un titre. Et ben voilà. Et ben vous l'avez vécu hier, c'est tant pis pour vous. Voilà, l'Olympique de Marseille, donc avec cette victoire à Amiens, c'est quand même un peu replacé au classement. On le voit, 6e place, vous voyez, 10 points. On le voit là sur le classement, les 8 premiers, c'est un peu les... Est-ce qu'on peut dire que les 8 premiers, c'est les 8 prétendants à l'Europe? Paris, Monaco, Saint-Etienne, Bordeaux, Lyon. L'OM, le Nantes de Ranieri, donc, qui fait ses victoires 1-0 à l'extérieur sur un coup franc et puis ça ferme la boutique. Nice, qui revient, qui a digéré un peu son aventure estivale européenne. Il reste peut-être Rennes, qu'on a vu là avec Ismail Assar. Non, Rennes, vous y croyez pas? Absolument pas. D'accord. On a fait un match affligeant contre eux, ils ont gagné, mais ça va rien dire du tout. Voilà, la preuve, ils perdent chez eux contre Nice en ne produisant absolument rien. Donc non. Là, parce que là, il n'y a que 6 journées de disputées, donc... Ouais, mais le classement commence à vouloir dire quelque chose. Tu m'aurais dit ça il y a un mois, je t'aurais dit, bon, mais là, on est quand même le 18 septembre, il y a eu des matchs de Coupe d'Europe qui ont été joués. Je pense que tu as raison, moi, pour moi, les 8 premiers, ça va refléter, je pense, ce qui va se faire de mieux en Ligue 1. Donc un retour de Lille, c'est exclu aussi que la mayonnaise Bielsa prenne? Moi, j'exclus pas un retour de Lille. Moi non plus. Parce que là, ils perdent à la dernière minute. Mais on sent que ça fait plaisir à certains médias de taper du coup. Non, mais n'oublions pas qu'il a renouvelé l'intégralité de son effectif. Et qu'à un moment donné, mais il faut que la mayonnaise prenne. T'as raison. On va revoir la première partie de classement. Donc là, on a vu un peu les matchs. Bon, Paris, je ne vais pas vous poser des questions sur Paris. Ils ont 18 points, goal average plus 18 après 6 journées, tout va bien. Monaco, c'est pareil, ça reste quand même très costaud. Mais derrière, Saint-Etienne, Bordeaux, est-ce que leur pépite Malcolm, là, alors... Vous avez vu, je ne sais pas si vous l'avez vu passer dans le week-end, il aurait pu signer à l'Olympique de Marseille il y a 2 ans, mais Vincent Abreu n'avait pas voulu s'aligner. Bon, après, c'est facile de dire ça, mettre comme ça des millions, parce qu'il fallait déjà mettre des millions d'euros sur un Brésilien. Il a fait pour Mahrez aussi, non? Pour Riyad Mahrez aussi. Voilà, ça me fait 2. Alors, j'apprends que ça fait 2.
Ça, c'était dire. Et à mon avis, il ne doit pas en avoir que deux. Forcément. Mais voilà, Saint-Etienne, Bordeaux, Lyon. On parlait de Nantes, là, de ce Nantes de Ranieri, là, avec que des joueurs inconnus, mais ça marche. Il n'y a que des styles différents là, dans ce que tu nous annonces. On a un Paris qui est au-dessus, on a un Monaco qui chauffe un peu qui tourne un peu le chaud et le froid. Bordeaux qui se repose sur énormément d'exploits individuels, donc tu parlais de Malcolm. Saint-Etienne, pour moi, qui footballistiquement parlant, je les ai vus jouer 4 fois cette saison. C'est le plus intéressant. C'est l'OM d'Elibop. Hein. C'est l'OM d'Elibop. Je trouve qu'il y a quand même une idée de jeu qu'on n'a pas chez nous déjà, pour l'instant. Pour l'instant, je souhaite me tromper. Mais sur les matchs que j'ai vus, alors c'est pas sur 90 minutes, mais c'est des séquences de 30, 25, 40 minutes où il y a une idée de jeu que je trouve très intéressante. Parce que sur le match de ce week-end, c'est pas non plus. Non, c'est dans la régularité. On voit déjà un entraîneur. Mais ça va vite dans la régularité parce qu'il peut avoir que 10 points. Ça peut suffire pour la Ligue. On voit déjà un entraîneur qui a imposé sa patte à Saint-Etienne, chose qu'on n'a pas nous. Pareil, je dirais pareil à Bordeaux. Gourvenec, sur l'année dernière, là, il commence à avoir une équipe stable et je pense qu'ils vont jouer les 5-6 premières places. Je serais pas choqué de voir ce classement avec l'OM, bien sûr un peu plus haut, mais à la 30e journée. Vous voyez dans cette idée-là, est-ce que pour l'OM, donc on sait dans l'objectif est quand même la 3e place, est-ce que c'est une bonne chose finalement que Paris-Monaco soit à la lutte pour les 2 premières, mais que derrière il y ait plusieurs équipes? Est-ce que ça peut profiter à l'OM parce que du coup il va avoir plus de points distribués? Ou est-ce qu'il faudrait mieux avoir un Lyon qui se détache et se fixer un objectif de rattache que Paris-Monaco se détache, effectivement, ça peut être une bonne chose. Après, qu'il y ait beaucoup de clubs prétendants, pour moi, ça sera pas forcément une bonne chose parce qu'à un moment donné, tu sais très bien que tu as une équipe qui peut t'aligner 3 victoires et toi, il faut que tu sois toujours là, quoi. Et surtout là, le fait qu'il y ait beaucoup de clubs, tu te retrouves avec des clubs qui ne jouent pas la Coupe d'Europe. Dans tes concurrents. Donc, qui sont des fraîcheurs différentes que là. Moi, sur le haut du classement, si je m'arrête à la 8e place, je pense que Nice, pour le coup, comme tu disais, je les ai vus quand même pas mal de fois jouer. Au début, c'était compliqué, mais là, je trouve qu'ils montent en puissance et que finalement, ils vont retrouver un jeu très intéressant. Nantes, par contre, je les vois pas du tout. Pour moi, là, pour le coup, c'est une arnaque sur ce haut du tableau. Après, Bordeaux, Saint-Etienne, je pense qu'on peut être au-dessus de eux. Et Lyon, ils seront là. Donc, voilà, ça va, à mon sens, la 3e place se jouera entre Lyon, l'OM et Nice. Dès maintenant, on va quand même regarder un peu ce que font les concurrents parce que justement, il n'y a pas de points à perdre pour être dans cette 3e place. Que dans toutes ces équipes-là, que Nantes et Monaco. Donc il reste beaucoup de confrontations directes qui vont être très intéressantes à suivre. Notamment ce match à Nice qui arrive très vite, c'est dans 15 jours. On voit d'ailleurs la prochaine journée de championnat, voilà le calendrier de l'Olympique de Marseille et puis surtout les matchs, voilà je vous ai mis un peu des matchs intéressants donc avec ces équipes. Monaco se déplacera à Lille, Bordeaux recevra Guingamp, Lyon recevra Dijon et Saint-Etienne recevra Rennes. Voilà, ça sera... Le premier match, il peut enterrer définitivement Lille parce que logiquement Monaco pourrait s'imposer à Lille et après on peut dire qu'ils peuvent revenir, mais à un moment donné, quand tu as joué 7-8 journées et que tu as 10 points de retard, je pense c'est le contraire de ce que tu dis. Ça peut leur sortir la tête de l'eau et je les vois vraiment gagner. Ah ouais. Dans le même registre, Nice avait fait la même chose, ils étaient un peu dans le gouffre et ils ont gagné Monaco, ils sont relevés, donc pourquoi pas Lille faire la même chose. Si toutes les équipes se relancent en battant Monaco, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'il y aura 2 places finalement pour la Ligue des Champions. En même temps, attention, j'en doute à ce niveau-là. Messieurs, on en profite, on se fait une petite partie. On a le directeur général de Consola avec nous, on en profite, on se fait une petite partie sur le club marseillais qui est en national. J'ai l'habitude de suivre l'équipe de Consola avec sous le prisme de René Malville à travers Paganene. Vous savez, c'est René Malville qui joue au journaliste. Alors avec plus ou moins de succès, on va pas se mentir, il a des fois il n'a pas la barre de tact à 100% tout le temps. Hein, Natou, on a des fois de belles histoires dans le couloir avec René, mais ça a le mérite. Ça a le mérite d'attirer quand même et de donner un bon coup de projecteur sur le club marseillais qui est en national et qui, donc là on profite de t'avoir pour parler un peu des performances sportives réussies. C'est le charme aussi de ces équipes-là, à ces échelons inférieurs. Il y a du bricolage, c'est le plus petit budget une nouvelle fois de la division, donc c'est des mercatos, on va le dire, Natou, tu jouerais à mon petit gazon, tu serais dans les meilleurs joueurs du championnat. Toi, Football Manager, ça n'a aucun secret pour toi. Parce qu'avec pas grand-chose, tu arrives à chaque fois à faire des équipes. Hein, non, mais on arrive à... Ah, pardon, j'aime pas l'avoir roué. On arrive à faire du super boulot avec peu de moyens.
On a un directeur sportif, Jamal Mohamed, qui fait très bien son boulot. On n'est pas très nombreux non plus à graviter autour du club. Et c'est vrai que depuis quelques années, on fait du super boulot, sans prétention, puisqu'on titille à chaque fois les premières places. On a failli monter 2 fois en Ligue 2, donc l'année d'avant avec un point d'écart, l'année d'après avec un but d'écart. J'espère que cette année sera la bonne. Là, ça sera au classement du fair play. Il y aura un carton d'écart. Je ne souhaite pas. Attention. Je ne souhaite pas ça. Ça serait dur. On a fait de petits tableaux pour montrer un peu. On va montrer d'abord les principaux départs à l'intersaison parce que l'équipe a beaucoup changé. Même si en fin de saison, il y avait le 4-4-2 d'Eric Schell qui est resté en place. Voilà, il y a eu quand même des départs très importants. Julien Lopez, donc le frère de Maxime, le frère aîné, qui a fait vraiment une super saison l'an dernier, qui était vraiment... Même si Oumoud Bozok a fini meilleur buteur de National et qui lui aussi a tenté sa chance à Nîmes en Ligue 2 dans le monde professionnel, Julien Lopez c'était quand même l'atout de l'équipe. Il avait le ballon dans les pieds, ça pouvait faire but, quoi. C'est vraiment. Mais il a un joueur surtout danger, super bien fini la deuxième partie de championnat où il a marqué but sur but. Et il a pris le relais d'Oumoud où à un moment donné il était un peu effacé. Et plus titulaire sur la fin de saison. Voilà. C'est ça, même plus aligné certainement. Plus aligné, donc juste titre parce que Julien a empilé les buts aussi. Et puis ça marche bien pour lui avec le Paris FC. Il a marqué, il joue en Ligue 2, c'est un contrat professionnel. Donc il y a des gens à Marseille qui l'ont raillé en disant oui, comment un Marseillais peut aller jouer. La rivalité avec le PSG à la base, Paris FC, puis, gentil. Julien Lopez c'était un joueur de ballon, techniquement très très doué. Il a sa chance à tenter avec un club qui le réclame en Ligue 2. Qui autour de cette table n'aurait pas dit oui? Exactement, mais pour nous c'est une fierté. Hein. On a relancé pas mal de jeunes aussi, même si on souhaitait les garder. Ils ont signé carrément en Ligue 2, que ce soit Julien Lopez, Jules Mendy, on a mis Jules Mendy, donc qui était un jeune. Alexis Sauvage, Faïs Elimani. Alexis Sauvage qui était parti un peu plus tôt. Qui a même des matchs de Ligue 1. Exactement, il a des matchs de Ligue 1, qui a joué avec Lorient. Au stade Vélodrome, comme l'Olympique de Marseille avec Lorient. Et là, qui est en tête de la Ligue 2 avec Lorient, qui est bien utilisé. Pour nous, c'est une fierté, c'est un peu la récompense de notre travail aussi. Arona Demba, c'était le latéral droit, il avait montré de belles choses, un beau potentiel. Et donc ici à Grenoble, on renforce un peu la concurrence. C'est difficile là aussi parce que honnêtement, on pensait qu'il allait signer en Ligue 2. On était même persuadé qu'il allait signer en Ligue 2 où il s'était engagé de rester avec nous. Et au final, les aléas des mercato. Et il finit à Grenoble dans notre championnat. Qui est un des favoris pour la montée. Gros budget, gros budget avec d'autres moyens, d'autres infrastructures et voilà. Mais donc on en a mis 4, il y a eu grosso modo une dizaine d'arrivées, une dizaine de départs, c'est toute une équipe qui est refait, même si on garde quand même des Salimou Morambani, même s'il y a des Rémi Sergio, il y a des Guiroland Nyangbo qui restent aussi devant, et puis il y a eu aussi des arrivées, alors là on les voit pas encore dans l'équipe forcément parce que ça s'intègre progressivement, mais voilà, on est allé chercher, là aussi c'est des astuces. Gabriel Dubois, Clément Goguet, on en a beaucoup parlé sur le Phocéen parce que Clément Goguet c'était peut-être le meilleur joueur en réserve de l'OM la saison dernière. Ça c'est des coups, c'est bien d'aller les chercher, de leur dire là vous allez avoir du temps de jeu, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est en regardant le Phocéen que tu allais chercher Clément Goguet ou tu l'avais vu avant Aussi. Non mais ils savent très bien que chez nous ils peuvent se relancer aussi, hein. Faut pas se leurrer. Ouais, on se dirige vers entre guillemets un club tremplin. Quand exactement, on parce que des Changama qui jouent en Ligue 2, des Faïs, ça peut donner des idées à des jeunes talentueux comme Clément Goguet, donc c'est très bien de se positionner comme ça. Il y a quelques années en arrière, peut-être ils auraient hésité, ces joueurs-là. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'hésitation, ils viennent chez nous très volontiers, puisque au final, il fait bon vivre quand même, et ça leur permet aussi de se montrer. De se montrer pour éventuellement jouer plus haut. Et puis que ce soit Gabi Dubois ou Clément Goguet, c'est deux super jeunes avec une super bonne mentalité. Et je pense qu'ils sont au niveau. Seulement ils sont encore un peu jeunes, il y a un peu de monde devant, mais à eux de bousculer un peu la hiérarchie. C'est forcément, là on est au mois d'octobre, ce qu'on disait tout à l'heure pour l'OM est valable évidemment pour Consola. La vérité du mois de septembre n'est pas celle du mois de février. Il y a Kevin Pommier aussi, on l'a pas eu un principal arrivé, passé jeune par l'Olympique, centre de formation de l'Olympique de Marseille, qui était parti à Aubagne, qui a fait une super saison avec Aubagne, donc c'était à l'époque CFA2, hop. J'ai une question sur les profils, Romain, parce que tu vois, je te rejoins sur Clément Goguet et Gabi Dubois, on les suit nous beaucoup avec Romain sur la réserve.
et Kevin Pommier, c'est des garçons qui étaient leaders. Kevin Pommier était capitaine à Aubagne, Clément Goguet était capitaine de la réserve. C'est un choix pour toi, tu regardes ce genre de profil ou tu cherches juste à avoir quelqu'un qui est talentueux, tu te dis on va l'intégrer dans l'effectif? Non, c'est des joueurs qu'on suit depuis un moment et qu'on connaît par l'Olympique de Marseille, par la réserve olympique de Marseille, et c'est leur meilleur à leur niveau et à leur poste. Donc c'est plutôt dans ça qu'on se dirige, parce qu'en étant leader à l'Olympique de Marseille, que ce soit Clément Goguet ou Kevin Pommier, aujourd'hui ils arrivent à Consola, avec pour certains des pères de famille, déjà un peu plus matures, et il y a déjà des leaders plus ou moins en place, même si on en manque, je pense, encore un peu. D'accord. Et ça, c'est sûr. Et puis vous avez recruté aussi des joueurs habitués à ce championnat de national. On a mis Maguette Diong au milieu de terrain, Madi Tamboura devant. C'est des joueurs, voilà, ça joue, c'est à Bastia, Boulogne, voilà, c'est pas forcément clinquant, mais c'est des habitués. C'est là aussi pour chercher justement cette expérience. C'est de récupérer des joueurs qui sont au niveau national, mais en même temps on fait aussi avec nos moyens. Donc c'est les moyens qui nous permettent de recruter ces joueurs qui au départ n'étaient pas spécialement chauds pour venir chez nous et qui à l'arrivée ont opté, sont venus et aujourd'hui ils ne regrettent pas d'être chez nous. Il est malin quand même, parce que là il nous dit il n'y a pas de moyens, pas quelque chose. Il est capable, parce qu'on sait que Mercato n'est pas fini, n'est jamais fini, il est capable de nous annoncer, vous allez voir dans quelques jours, hop, des arrivées bien plus clinquantes, on verra, on se dit comme ça. Peut-être encore mieux que Djibril Cissé, non? Mieux. Il risque d'y avoir des surprises cette semaine, vous en saurez plus dans la semaine à venir. On risque de recruter pas mal, même au niveau du staff. Donc, attention, officiel, ceux qui ont attendre. fait des annonces, qui ont parlé de tisane ou quoi que ce soit, qui ont dit vous allez voir le mercato, derrière ils l'ont payé un peu cher, donc je t'arrête là, n'en dis pas trop, on verra. Je ferai pas la même erreur. On verra quand c'est signé. Pour le coup, je suis presque sûr de moi, allez. Bon, on verra bien. En attendant, nous, on passe aux questions-réponses. Vous connaissez le principe de la partie la plus célèbre du talk show, les questions-réponses, vos questions, nos réponses. On va démarrer tout de suite avec des petites questions. On avait on a parlé de Consola, j'ai pas passé le classement. On sait que bon, ça va, là, ça n'a pas grande importance. Là, pour l'instant, c'est milieu de tableau, mais c'était l'an dernier, l'équipe à cette période de l'année était relégable, et au final, ça n'a pas fini de jouer la montée. C'est pas non plus ce qu'on espérait cette année, mais on espère revenir très rapidement. Le problème aussi, c'est qu'il faudrait vous y mettre. Vous avez le droit de jouer à 11. Aussi. Il faudrait informer le corps J'ai vu que arbitral. vous preniez énormément de buts sur les fins de match, Sur les fins de match, notamment dans le temps additionnel. Voilà. En posant la question à l'entraîneur, il a toujours pas fini sa préparation. Donc il est sur un cycle de 2 mois de préparation. Donc on attend de voir la préparation achevée pour rebondir sur les joueurs Gabi Dubois et Kevin Pommier et Clément Goguet. On est en discussion aussi avec l'Olympique de Marseille depuis un certain moment. Pour voir éventuellement comment on pourrait travailler ensemble. D'accord. Donc on sait qu'il y a un projet qui est fait par l'Olympique de Marseille de signer avec pas mal de clubs. Oui, c'est Et je suis aussi le président du FC Septem. Donc j'ai une convention de partenariat qui me lie moi Septem avec c'est la question que je voulais te poser. Aujourd'hui honnêtement ça c'est une convention qui se passe très bien. C'est un super échange entre tous les clubs. Certes, une opération peut-être de communication, mais qui fonctionne très bien. Et est-ce donc on ne va pas cracher dans la soupe non plus. Et pour Consola, on a demandé pas d'être traité différemment, mais de discuter autrement que les jeunes. Notre vocation, c'est pas les jeunes, même si on souhaite très rapidement, à court terme, monter dans les catégories jeunes en Ligue, c'est plutôt les seniors, et notamment national. Et c'est là qu'on souhaiterait trouver un accord avec l'Olympique de Marseille. Et ce serait vraiment dommage qu'on aille signer, nous, en étant Marseille, petit frère de l'Olympique de Marseille, supporter de l'Olympique de Marseille. Ce serait dommage d'aller signer avec un autre club professionnel. Et on est en discussion, et le président Hérault a peut-être aujourd'hui encore quelques petits problèmes à régler en interne à l'OM. Mais il est prévu par contre qu'on se voit dans le courant du mois de septembre. Mais tu vois, je voulais te poser la question sur Septem, parce que je savais que tu étais président de Septem, savoir comment ça se passait. Je sais que Zubizarreta est aussi à la base de ce projet de partenariat. Et je suis d'accord, les jeunes Marseillais s'épanouiront forcément plus en restant dans leur environnement, je pense, familial, surtout les très jeunes, en étant prêtés à Consola, plutôt qu'être prêtés à Orléans, comme on l'a vu pendant des années,
ou je ne sais où, quoi. Donc au niveau du dialogue, c'est plus jeune, mais il y a un Rod Fanny, il y a un Bedimo aussi, ils sont là, ils servent pas. Honnêtement, je suis preneur. Mais on a discuté de la faisabilité des choses et honnêtement, Denis Zubizarreta nous a super bien reçus. Vraiment très, très classe. C'est bizarre, c'est la 100 millième personne qui me dit que Zubizarreta travaille bien et qui est très classe avec. Ah, mais honnêtement, on va pas dire. Moi personnellement, en l'ayant rencontré. Je dis ça parce que sur Twitter, il y en a certains qui me. C'est l'homme le plus compétent de l'OM. De l'OM, c'est le plus compétent de l'OM. Donc attention, on fera passer des bilans de compétences aussi, attention, ça se fait pas non plus à la popularité, mais au résultat, messieurs, le football. Philippe Axefil qui te pose une question sur Facebook, on va démarrer quand même ces questions-réponses. Rami semblait souffrir hier, sa blessure va-t-elle guérir toute seule ou opération obligatoire? Il y a eu un peu de médecine magique, on en parlait tout à l'heure pour Yohan Pelé. Là c'est un peu pareil, Adil Rami il est revenu en 2 semaines alors qu'on lui prédisait 6 semaines d'absence. Aussi parce qu'il a accepté un peu des infiltrations, donc ça va revenir progressivement. Il a aussi une petite alerte au genou, mais il joue. J'en avais parlé sur un talk. C'est quand même appréciable, tout toi qui as géré, d'avoir un joueur comme ça qui se bat pour jouer et qui n'est pas à attendre d'être à 100% tranquille en soins à l'infirmerie, parce que la vie est belle à Marseille, on peut rester à l'infirmerie. Oui, mais sous infiltration, n'importe qui peut jouer, mais ça va durer combien de temps? On souhaite quand même le garder le plus longtemps possible, qu'il nous fasse la saison entière. Si c'est au risque de le perdre à la trêve hivernale. Il reste 3 matchs jusqu'à cette fameuse trêve du mois d'octobre, donc du coup, voilà, ça sera pour lui. Il faudrait qu'il se soigne réellement si vraiment il est blessé. Mais pour répondre à la question, je pense pas qu'une opération soit envisagée et qu'une opération soit surtout nécessaire par rapport à ce style de blessure. Normalement, c'est le repos. Hein. Moi, j'en avais discuté avec Patrice Manopoulos qui nous fait pas mal de petits points médicaux sur l'infirmerie olympienne, et lui il était effectivement surpris qu'ils reprennent aussi vite, mais normalement c'est le repos, quoi, c'est pas une opération. Est-ce qu'on peut dire quand même que Adil Rami n'a jamais menti, hein, il s'est jamais caché, il arrive en conférence de presse, il a dit l'Olympique de Marseille compte un soldat de plus. Voilà, pour le coup, on peut saluer quand même parce que c'est un des meilleurs Marseillais hier et il serre les dents et il fait le job. C'est vrai qu'il prend un gros choc quand même avec Pelé. Et tu le vois se relever, se tenir, tu te dis aïe aïe aïe, et puis non, il repart. Et puis il est reparti, on l'a totalement oublié sur la fin de la partie. Une question de Zako sur Twitter. En l'absence de Luis Gustavo, qui seront les. Alors, l'absence de Luis Gustavo, j'imagine pour suspension, c'est ça. Qui seront les 2 milieux défensifs titulaires entre Camara, Zambo, Sertic, Sanson et Lopez? Qu'est-ce que tu en penses, Wagen? J'en pense que... Compliqué. Il n'y a pas énormément de monde. Enfin, il y a du monde, mais on en revient au mercato où moi je pense qu'il était très nécessaire de recruter un très bon milieu de terrain. Par défaut, là, on va dire Zambo, Camara ou Zambo, Sanson. Ouais, par défaut. Camara, est-ce qu'il y a une chance de le voir intégrer durablement le 11, Bastien? Est-ce que ça te... Oui. Je pensais pas qu'il allait être aussi bon contre Konyaspor, je dis sincèrement, parce qu'à l'entraînement, il a du mal à passer le cap sur les bruits qu'on a. Et ben là, il a fait ce qu'il a fait exactement la même chose avec la CFA quand il est arrivé directement du U17. C'est-à-dire, on a dit qu'est-ce qu'il fait là? Et puis en compétition, il a impressionné tout le monde. Et ben là, il est en train de montrer quand même de très belles qualités. Moi, je suis ravi pour lui. Reste à lui de confirmer, c'est le plus dur, mais il aura du temps de jeu et il le mérite. Mais je pense que les 2 derniers matchs, Rudy Garcia a clairement montré ce qu'il voulait faire avec l'effectif de l'OM cette année, et là dans 10 jours on a de nouveau un match de Coupe d'Europe, et il serait pas illogique que Camara joue de nouveau ou qu'il joue le match d'après un championnat, mais il y aura un turnover qui sera forcément installé dans ce milieu de terrain. C'est peut-être intéressant de le voir sur ce match de Coupe d'Europe. Alors Amiens c'était particulier, il l'a dit, et puis la titularisation de Zambo lui donne tout à fait raison. Il avait dit après le match de Konyaspor qu'il avait prévu de le faire jouer. On sait que des fois, en Coupe d'Europe, comme c'est une compétition différente, on fait jouer, on fait un peu tourner l'équipe, ça sert aussi un peu de laboratoire. Là, vu la position du groupe, est-ce que la possibilité de le faire jouer à Salzbourg, où il n'y a pas une victoire impérative vu la situation, c'est peut-être intéressant de le faire jouer. Est-ce que, Natou, toi, Boubacar Kamara, tu suis forcément tu as observé, pour observer Clément Goguet, j'ai tombé aussi sur les matchs de Boubacar Kamara. Déjà, est-ce que tu es surpris de le voir jouer au milieu de terrain? Est-ce que pour toi, il a un avenir? C'est un super joueur, prometteur. Moi, je pense qu'il faut prendre quand même un peu le temps. Il est jeune.
Moi, j'aurais opté pour Zambo, Anguissa et Max Lopez. Après, pour ce qui est Camara, c'était un super joueur, hein, comme on peut le dire mes camarades. C'était un joueur qui a prouvé. Venant des 17, il a su franchir le palier de la CFA par de la compétition. Il y a des joueurs qui sont peut-être pas spécialement bons en entraînement, mais en compétition, on peut compter sur eux. C'est le cas de pas mal de joueurs. Hein. Ça se dirige un peu vers ça, hein, Camara, sur ce qu'on a vu. C'est quelqu'un qui est peut-être pas à 100% sur les semaines d'entraînement, mais par contre, quand il s'y met, il a tellement de qualité d'anticipation. Techniquement, il est quand même au-dessus pour son âge. Puis c'est ce que j'expliquais à René qui avait très peur de le voir titulaire contre Kouniaspor, qui disait mais vu le contexte, il faut pas lancer un jeune, c'est l'abattoir. Je lui disais Rudy Garcia n'a pas hésité à le faire avec Max l'année dernière. Il faut c'est des joueurs qui ont besoin de ces contextes-là. Et d'autant plus lui. Voilà. Tu connais, après c'est dommage finalement si son poste entre guillemets au départ de prédilection soit défenseur central, c'est dommage parce que du coup utilisé comme il est utilisé aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on le verra pas forcément à ce poste, ou peut-être dans les années à venir, mais il faudra attendre, et ça aurait pu être intéressant aussi de voir si vraiment il a autant de qualité que ce qu'on veut bien le dire, de le voir à l'œuvre en défense centrale. On le verra en défense centrale, sauf que là au milieu de terrain on n'a pas énormément de monde et de qualité, donc on va dire Mané en recrute Abdeno Rami, logiquement ça va être titulaire. Oui, mais donc, c'est souvent blessé, c'est souvent suspendu, donc c'est mais quand c'est blessé, regarde sur l'année prochaine. Plutôt l'année prochaine. Quand c'est blessé, c'est Rolando qui joue. Si tu recrutes un milieu sur le mercato d'hiver, tu peux rebasculer Camara qui peut être un complément dans l'axe, dans la défense. Marco Eto sur le forum qui nous dit un joueur comme Dendoncker, donc c'est le milieu défensif d'Anderlecht, ou un autre milieu de terrain serait-il dans les cordes de l'OM pour cet hiver? Justement, on parle de Camara, c'est peut-être dommage de recruter s'il commence à s'affirmer au poste de milieu défensif. Ça serait quand même dommage de recruter quelqu'un à son poste. Enfin, mais au final, on a longuement parlé de la non-venue de milieu de terrain. Mais si dans l'idée, et on peut le supposer, si dans l'idée de Garcia et dans le staff de l'OM, il était déjà prévu avec l'arrivée de Mitroglou de changer de système, au final, tu n'es plus dans la même logique. Parce qu'à un moment donné, il te manquait ce vainqueur, il te manquait toujours pareil, si ça réussit, tout le monde dira on l'avait prévu. Voilà. Non, mais dans le projet de l'OM, champion de projet, c'est aussi de lancer certains jeunes, notamment Camara qui vient du centre de formation. Et à un moment donné, ces joueurs-là, il faut qu'ils jouent, quoi. Ah ouais, ben ça fait partie des choses que tu disais qu'il fallait régler en interne, hein, tout à l'heure. Aussi. C'est un des sujets qui va être abordé, je suppose. Voilà, je pense aussi. Ouais, par exemple. Jérémy Brousse sur Facebook, pourquoi ne pas essayer le 4-4-2 à plat ou losange? Tiens, 4-4-2 losange, c'est le schéma de Consola, avec Rémi Sergio en numéro 10 qui était passé lui aussi par l'Olympique de Marseille. Je suis pas convaincu qu'on va pas changer aussi. Hein, attention. Donc, là pour l'Olympique de Marseille. Avec les fameuses arrivées. C'est ça. On va attendre dans quelques jours, on va voir ce que ça donne. Pour l'Olympique de Marseille, un 4-4-2, ça peut être la solution, Max, avec l'incorporation de Mitroglou. Ça peut être Mitroglou-Germain, Payet à gauche, Thauvin à droite. Ah oui, ça peut, effectivement ça peut, mais on est d'accord aujourd'hui pour dire qu'on a retrouvé un peu de stabilité en associant quelqu'un à Gustavo au milieu de terrain en 4-2-3. Là, ce que je te dis, je te laisse Luis Gustavo avec quelqu'un à côté. Je t'ai mis un 4-4-2 avec Payet à gauche, Thauvin à droite. Tu restes à 2 défensifs et tu joues avec 2 plat, tu parlais du losange. Non, il y avait marqué à plat ou losange. Ah d'accord, je croyais que tu parlais du losange. Ah oui, non, si tu laisses... Mais là, il va y avoir une vraie problématique, Max. Parce que il y a Germain qui est plus à l'aise à 2 avant-centres. Mitroglou, pour en avoir parlé avec des amis à moi qui sont supporters de Benfica, il a été très bon à 2 aussi devant. C'est là où il a fait ses meilleurs matchs. Tu vas les associer. Tu vas les associer. Germain, tu peux pas le sortir en cas de 3 c'est pour ça que moi j'opterais pour le 4-4-2. Mitroglou et Germain, selon moi, doivent être titulaires. Mais à un moment donné, c'est toujours pareil. 4-4-2, 4-2-3-1. C'est juste la position de Germain. Là. On est en train de parler de la position de Germain. Soit de faux numéro 9. Soit il est un petit peu plus devant et on va dire c'est un 4-4-2. Soit il est derrière Mitroglou et on va dire c'est un 4-2-3-1. Bon, même si tout à l'heure on parlait de Payet numéro 10 ou pas, si Payet retourne à gauche et que Germain se positionne en 9,5, on sera entre le 4-4-2 et le 4-2-3-1 quoi. La vraie réponse, messieurs, c'est qu'il va falloir de toute façon, pour envisager un 4-4-2, attendre sagement que Mitroglou soit apte à postuler pour Toulouse, pour Toulouse, il paraît qu'il serait... Pour Toulouse, je pense qu'il va faire son entrée en jeu progressivement.
et que ça sera peut-être pour Nice, on verra. Relouati, est-ce que tu préfères? On en refera des tu préfères, vous inquiétez pas, je sais qu'il y a une grosse attente sur cette rubrique. Est-ce que tu préfères perdre 5-0 au Vélodrome contre le PSG et finir 3e, ou gagner 1-0 et finir 4e? Je réponds pas, moi. Un classique. Il faut se mouiller. Moi j'ai l'avis, moi, sur ça. La deuxième. Je préfère battre Paris, terminer 4e, parce que je pense qu'on n'est pas encore armé pour jouer un tour préliminaire de Ligue des Champions. 4e, tu es reversé directement en poule de l'Europa League. Tu as un mercato à venir l'été prochain, tu as un mercato d'hiver. Non, pour en revenir à ça, moi je préfère perdre 5-0 à domicile contre Paris. Tu perdras que ce soit 2, 3, 4, 5-0, à part pour le goal average, tu sais que tu vas perdre. Et finir 3e, faire un tour préliminaire de la Ligue des Champions. Si on est toujours dans ce projet, l'objectif qui est mis en place depuis l'arrivée des nouveaux actionnaires, il vaut mieux finir 3e et recruter derrière. L'objectif de la saison, c'est de finir dans 3e. Enfin, ils disent 4, mais l'objectif évident, c'est de finir 3e. Après, dans quelques mois, dans quelques années, le 5-0 contre Paris, tu l'auras oublié. Donc voilà quoi. Non, après, si c'est pour refaire 2 années de Ligue Europa. Alors, il y a des gens, le débat là-dessus aussi, c'est que certaines personnes se disent, si tu finis 4e, t'es qualifié directement pour les phases de pouce de Ligue Europa, alors que si tu finis 3e, t'as 2 tours préliminaires pendant l'été, tu es comme Nice, là, qui a joué l'Ajax puis Naples, et puis tu peux te retrouver en Ligue Europa au même stade. Ça remplace tes matchs de préparation. À la différence près que quand t'es l'Olympique de Marseille, t'as toujours un indice, on va dire, UEFA de plus important de points UEFA qui reste. Et donc, tu peux espérer un tirage peut-être plus clément que celui qu'a eu Nice, même si le dernier tour, c'est... Et puis, si tu es dans la logique, encore une fois, du Champions Project, ça veut dire que tu es 3e, tu joues un tour de... Donc, tu vas recruter encore peut-être un ou 2 joueurs, et ce tour-là, avec une équipe plus forte, tu vas les passer. J'ai pas eu ton avis. Tu signes pour la défaite 5-0 Ah non, moi je t'ai dit, si tu es dans la Champions Project, tu finis 3e. Donc toi 5-0, quel tu de Cavani, ça fait mal. Oui, le mec il insiste. C'est ça. 5-0 de suite et 6, ça fait mal, certes, mais à l'arrivée on aura oublié. Si tu finis 3e et que tu te qualifies, que tu recrutes par rapport au projet qui est mis en place. Et l'année d'après, tu les battras 1-0. Voilà, l'année d'après, tu essaieras de les battre 1-0. Après, moi, je pense que tu fais une saison où tu termines 4e et tu fais, mettons, un beau parcours en Europa League où tu gagnes une Coupe nationale. Pour moi, l'objectif est atteint aussi. Je te rejoins là-dessus. Ouais, mais là, tu changes le truc. Oui, non, c'est pour dire que la 4e place, c'est pas décevant. Mais si tu perds, ta saison, tu l'as fait en étant un bon parcours en Coupe d'Europe, je suis d'accord avec toi. Tu peux finir 3e et faire un bon parcours. Moi, je suis pour qu'on finisse au sommet. Surtout qu'à l'heure actuelle, ça te rapporte quoi de gagner contre Paris? Ça te rapporte la fierté. Je marcherai un peu plus droit pendant une semaine. Il y a même plus cette rivalité qui était présente avant. La rivalité avec personne, on l'a vu hier sur leur match. Ils gagnent quand ils veulent. Lyon, ils ont senti le match de leur vie. Ils ont quand même pris 2-0. Mais ils n'ont pas démérité. Au final, tu perds 2-0. Donc si c'est pour perdre 2-0 ou 5-0, prenez-en 5 et on s'économise. Ça y est, t'as convaincu. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas match avec Paris. Donc voilà. Mais bon, je te dis, honnêtement, tu fais 4e, tu fais mettons demi-finale de Ligue Europa où tu gagnes la Coupe de France. Moi, pour moi, pire, tu regardes que la première mi-temps contre Paris. Tu pars à 2-0 et voilà. Un moonwalk, je pars comme ça. Allez hop, désolé messieurs. Bon, on verra, on a le temps. Ce match contre Paris, il est programmé fin octobre. On verra d'ici là si l'OM s'est définitivement relancé en championnat. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Nous, on se retrouve jeudi pour préparer le match contre Toulouse. Salut à tous.